Tout le monde parle de la guerre, tout le monde parle du pétrole, mais pendant que le monde regarde le Moyen-Orient, il y a une bombe financière qui est en train de se former à Wall Street, et le pire, c'est que presque personne n'en parle. Nous voici donc dans la seconde semaine de guerre et les conséquences commencent à se faire sentir sérieusement. Les indices sont au plus bas depuis le mois de novembre, le pétrole réattaque les niveaux des 100 $ sur le WTI en montant, alors que le Brent est déjà au-dessus des 100 $. Les chiffres du PCE sont en train de repartir à la hausse. On ne semble même plus croire en l'or comme valeur refuge puisque lui aussi est de retour sur les niveaux des 5000. L'obligataire est en train de partir en sucette avec un rendement proche des 4,30 sur 10 ans. Le rendement du 10 ans japonais se rapproche dangereusement des 2,30 également. Et le Nikkei casse sa tendance haussière à la baisse, tendance enclenchée il y a près d'un an avec une volatilité que j'aurais tendance à qualifier d'inquiétante. Et puis, alors que plus personne n'observe le marché d'une autre manière que sous l'angle du pétrole, de la guerre et du détroit d'Ormuz, tellement que tout le monde est au courant que 20% du pétrole passe par là, si, j'ai même entendu quelqu'un en parler sur une terrasse à la montagne hier, eh bien pendant que tout le monde est devenu expert en pétrole, mais mieux que les experts de BFM TV, le private credit est en train de nous péter à la figure lentement, mais sûrement. Tout le monde est en train de bloquer ou de freiner les retraits sur leur fonds maison avec Morgan Stanley comme dernière en date, manquerait plus qu'une nouvelle faillite se profile à l'horizon pour enclencher une jolie petite panique parmi les investisseurs. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 14 mars 2026 et je suis Thomas Bayet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc vous l'aurez compris, le sujet qu'on n'ose pas vraiment aborder ou qu'on n'aborde pas parce qu'on n'a pas le temps entre deux déclarations de Trump et un bombardement, c'est le private credit. Il ne se passe bientôt plus un seul jour sans que quelque chose se passe dans le secteur et pourtant, tout le monde semble faire la sourde oreille. Pourtant, on sent quand même bien qu'il y a une dégradation du secteur et qu'à un moment, ça risque forcément de coûter du pognon à quelqu'un. D'ailleurs, il y a un nouveau truc qui vient d'atterrir dans les médias, c'est la problématique de la hausse des PIK. Le PIK, P-I-K, le Pay in Kind dans les fonds de private credit. Je m'explique. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est en train de faire grincer les dents dans le monde merveilleux du private credit. Le petit rappel d'abord, le private credit, c'est ce gigantesque marché où des fonds prêtent de l'argent à des entreprises qui ne peuvent pas forcément aller voir une banque classique parce que c'est des boîtes de merde. Et depuis quelques années, c'est devenu la nouvelle star de la finance. Les fonds de private credit lèvent donc des milliards, promettent des rendements solides, peu de volatilité et évidemment, presque pas de défaut. Presque pas de défaut. Bref, le paradis. Sauf que depuis quelques mois, il y a eu quelques défauts. Des défauts qui ont rendu les investisseurs nerveux. Certains veulent sortir, mais les fonds commencent à mettre des barrières à la sortie parce que les investissements sont trop illiquides. Et puis maintenant, les investisseurs commencent à regarder un petit détail qui s'appelle les peak loans. Et là, tout d'un coup, ça devient un petit peu moins sexy. Alors, c'est quoi un PIK, un PIK? Le PIK, ça veut dire Pay in Kind. En clair, l'emprunteur ne paye pas les intérêts en cash, parce qu'il peut plus, et à la place, il dit au prêteur « Je peux pas te payer aujourd'hui les intérêts, alors on va juste ajouter les intérêts à la dette. » Donc au lieu de payer les intérêts, eh bien la dette augmente. C'est un peu comme si votre banque disait « Ah, vous pouvez pas payer vos intérêts de votre carte de crédit ce mois? Ah bah c'est pas grave, on va juste augmenter votre dette, aucun problème. » Et alors, magie de la comptabilité moderne, les fonds peuvent quand même comptabiliser cet intérêt supplémentaire comme un revenu. Oui, vous n'avez rien reçu, mais vous vous dites quand même que vous avez gagné de l'argent. Et on le sait, c'est toujours une très très bonne idée de magouiller la compta pour faire croire que tout va bien. Et ça se finit, bien sûr, toujours vachement bien. Le problème, c'est que ce phénomène est en train d'exploser. Selon la banque Lincoln International, en 2022, environ 5% des prêts en private credit utilisaient du PIK, et fin 2025, on est monté à 11%. Autrement dit, le nombre d'entreprises qui ne peuvent même plus payer les intérêts de leurs prêts en cash
est en train de doubler. Et ça, c'est généralement pas le signe que tout va bien. Oui, parce que parfois le pic est prévu dès le départ, c'est juste une structure financière pour attirer un deal. Mais il y a un autre type de pic, ce que les analystes appellent le bad peak. Et ça, c'est beaucoup moins glamour. Le bad peak, c'est quand un prêt est modifié en cours de route parce que l'entreprise n'a plus assez de cash pour payer les intérêts. En gros, on ne va pas déclarer un défaut, on va juste faire semblant que tout va bien. Résultat, en 2022, le bad peak représentait 2% des prêts. Fin 2025, on est à 6,4%. Donc, plus que triplé. Alors, pourquoi les défauts restent bas? C'est là que ça devient super intéressant. Parce que beaucoup d'observateurs se demandaient pourquoi il n'y a toujours pas de défaut dans le private credit. La réponse pourrait être simple, parce qu'on repousse le problème à plus tard. Au lieu de déclarer un défaut, on transforme tout simplement les intérêts en dettes supplémentaires. Le problème ne disparaît pas, il est juste déplacé dans le futur. En clair, les investisseurs commencent à dire peut-être que ces prêts ne valent pas vraiment ce qu'on dit qu'ils valent. Mais le détail le plus inquiétant, il vient du niveau d'endettement des entreprises concernées. Dans des sociétés qui utilisent le bad peak, le levier moyen est passé de 40% en 2022 à 76% en 2025. Et ça continue de monter chaque trimestre. Alors soyons clairs, le private credit ne va pas exploser demain matin. Mais ce que les pics nous montrent aujourd'hui, c'est quelque chose de très classique en finance. Quand tout va bien, tout le monde regarde les rendements. Mais quand les choses commencent à se tendre, on regarde la qualité des revenus. Et là, certains investisseurs commencent à réaliser qu'une partie des revenus du private credit, en réalité, c'est de l'argent qui n'existe pas encore. Alors le jour où la finance aura retrouvé calme et sérénité au sujet du pétrole et de la guerre, et qu'on commencera vraiment à s'intéresser à ce qui se passe dans le private credit, ça risque d'être un petit peu moins drôle. Beaucoup moins drôle. Et n'oubliez jamais, en finance, la crise arrive toujours là où personne ne regarde. Et puis alors, pendant que la guerre fait rage et qu'elle a l'air de vouloir durer bien plus longtemps que ce qu'on espérait au début et que le pétrole continue de prendre l'ascenseur, un ascenseur qui va dans tous les sens, et cette semaine, nous avons eu les chiffres du CPI et du PCE. L'indice des prix à la consommation, le CPI, publié cette semaine, montre une inflation qui reste modérée, mais toujours présente. CPI annuel à 2,4%, stable par rapport au mois précédent, inflation mensuelle autour des 0,3%, selon les estimations du consensus. Si on traduit ça simplement, l'inflation côté consommateur ne dérape pas, mais elle ne disparaît pas non plus. Et puis les intervenants ont bien compris que le chiffre est complètement bidon parce qu'il ne tient pas compte du baril qui a pété à la hausse depuis le calcul du CPI de février. Ensuite, on a eu le PCE, la mesure d'inflation préférée de la Fed. PCE mensuel plus 0,3%, corps PCE mensuel plus 0,4%, PCE annuel 2,8%, corps PCE annuel 3,1%. Donc deux messages importants. L'inflation reste au-dessus de la cible des 2% de la Fed, ça c'est pas nouveau. L'inflation des services reste extrêmement collante et le corps PCE est même au plus haut depuis mars 2024. Et là aussi, ça ne tient pas compte d'un baril à 100 $. Un économiste estimait l'autre jour que, baril compris, l'inflation réelle serait plutôt autour des 3,3%. Mais la surprise de la semaine est venue de la croissance américaine. Le PIB du quatrième trimestre 2025 a été révisé fortement à la baisse, croissance 0,7% contre 1,4% attendu. Donc l'économie américaine ralentit clairement. Pas du tout en ligne par rapport à ce que Bessent ou Trump nous avait annoncé il y a quelques mois. La révision s'explique surtout par une consommation plus faible, des investissements moins dynamiques et des exportations plus faibles. L'inflation est encore un peu trop haute et avec la guerre, c'est pas prêt de baisser. La croissance est clairement en train de ralentir et avec la guerre, c'est pas prêt de repartir. La Fed est toujours coincée entre les deux. Bref, la désinflation avançait bien jusqu'à la guerre, mais l'économie ralentit plus vite que prévu quand même. Et puis, inflation forte plus croissance mâle, n'oublions pas quand même que ça donne stagflation comme réponse. Petite parenthèse rapide, si vous aimez les vidéos qui expliquent vraiment ce qui se passe dans les marchés, bien pensez à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On est à quelques milliers des 100 000 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager en masse cette vidéo. Encore 14 815 followers et on sera 100 000 sur cette chaîne. En résumé, on a quand même vécu une sale semaine sur les marchés et je trouve qu'on tient pas trop compte de la macro. La problématique, c'est le pétrole. Alors, je vais pas revenir sur le sujet du baril parce qu'on a parlé que de ça durant toute la semaine, dans tous les morning bulls, et que ça devient un petit peu lourdingue, et qu'on a tous bien compris qu'avec un WTI au-dessus des 100 $, ça allait commencer à être compliqué. Néanmoins, on a tous bien compris que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, et que même si Trump nous annonce qu'ils ont oblitéré toutes les cibles iraniennes, on dirait que les Iraniens, même sans munitions, même sans marine, même sans avions, sont encore largement toxiques dans
le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, les Ricains sont en train d'envoyer encore plus de troupes, de matériel, et ils claquent $1 milliard en feu d'artifice tous les jours. Pas vraiment la guerre éclair que Trump nous promettait, et tout ça est aussi en train de l'affaiblir à la maison. Si la guerre dure trop longtemps, Trump va se retrouver à se faire éclater aux midterms, et le reste de son mandat ne sera qu'un long pensum qui l'empêchera de faire quoi que ce soit, pour autant et qu'il reste en poste. Le président est donc en train de nous faire un cirque en agitant les bras dans tous les sens, histoire de faire croire qu'il maîtrise le sujet de la guerre en Iran et le sujet du pétrole, alors qu'en fait il est sous pression et au bord de la panique. À tel point qu'hier, on a autorisé les Russes à vendre leur pétrole pour faire baisser les prix. Juste au moment où Macron signe un nouveau chèque en blanc pour l'Ukraine, un chèque de 90 milliards, alors qu'il n'a même pas le premier centime pour rénover le système de santé et le système scolaire de son pays, Trump lève les sanctions sur le pétrole russe parce que tu comprends, c'est à cause de l'argent. Plus rien à foutre avec le conflit ukrainien, le seul truc qu'il faut absolument faire, c'est faire baisser le prix du baril pour ne pas faire paniquer Joe American quand il fait le plein de son pick-up à 700 chevaux. Alors attention maintenant, parce que les levées de sanctions ne concernent que le pétrole qui est déjà sur les tankers, en gros environ 130 millions de barils. Donc en utilisant le pétrole russe plus les stocks stratégiques de l'EIA avec ses 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques et les réserves des Américains qui vont sortir 172 millions de barils de leur stock, on arrive péniblement à grosso modo 700 millions de barils, soit 7 jours de consommation mondiale si on fait attention à pas trop consommer. Mais le problème qui se présente à nous, c'est que le marché regarde surtout les barils qui ne sont pas produits, plus que ceux qui proviennent des stocks qu'on est en train de vider. D'abord les stocks qui ne sont pas infinis, et on a peur que les 20% du détroit d'Ormuz créent d'autres problèmes à terme. Des problèmes comme la production qui est obligée de ralentir, parce que les producteurs n'ont plus de place pour stocker le pétrole qu'ils ne peuvent plus expédier. Les analystes estiment que les coupes de production pourraient atteindre 12 millions de barils par jour d'ici quelques jours. Donc, pendant que les gouvernements libèrent quelques barils russes coincés sur des tankers, le marché perd des dizaines de millions de barils chaque jour. Le problème, encore une fois, est relativement simple. Tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, le marché ne regarde pas les barils qu'on libère, il regarde ceux qui manquent, ceux qui ne sont pas produits, ceux qui ne sont pas expédiés. Et dans l'équation pétrolière actuelle, ce ne sont pas les barils russes qui comptent, c'est ce gigantesque trou de 20 millions de barils par jour dans l'approvisionnement mondial. Donc oui, libérer du pétrole russe peut donner l'impression que quelqu'un fait quelque chose, mais dans les faits, le marché regarde ailleurs et reste très tendu avec cette histoire de pétrole. On se retrouve donc au fond du bac, côté marché-action, la volatilité est très haute, les options pour la protection en cas de catastrophe sont en train de devenir très très populaires, et aussi fou que ça puisse paraître, on ne parle même plus du buy de dip. Pourtant, on est posé sur la moyenne mobile des 200 jours. De plus, si l'on se raccroche à la méthodologie de Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, on sait qu'il se passe toujours des choses durant le week-end quand le marché est fermé. Et comme par hasard, quelques heures après la clôture du marché, le président a annoncé qu'ils allaient bombarder Kharg Island. Alors pour ceux qui ne suivent pas la géographie pétrolière mondiale, Kharg Island, c'est pas juste une île iranienne perdue dans le Golfe, c'est le cœur du système pétrolier iranien, l'endroit par lequel transite la majorité des exportations de brut du pays. Et selon Trump, les États-Unis viennent d'y mener l'un des raids aériens les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. Rien que ça. Le détail intéressant, c'est la menace qui va avec. Trump a expliqué très clairement que si l'Iran s'amusait à bloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis pourraient rayer de la carte les infrastructures pétrolières de l'île. Autrement dit, la première frappe était un message. La seconde pourrait être une frappe économique, parce que si les terminaux pétroliers de Kharg Island disparaissent, c'est pas juste un problème iranien, c'est un problème mondial. Et le vrai sujet reste donc le même que depuis 2 semaines, le détroit d'Ormuz. Quand ce passage commence à devenir instable, le marché pétrolier n'entre pas dans une phase de volatilité, il entre dans une phase de panique existentielle. On l'a bien compris. Et si les Américains détruisent les infrastructures pétrolières de Kharg Island, le baril ne va pas se contenter de monter à 120, ce sera la porte ouverte à un baril à 150. Pour l'instant, alors que les marchés sont fermés, les Américains ont bombardé tout ce qu'il y avait de militaire sur l'île, mais rien de pétrolier, pour autant que ça soit vrai. Le marché a donc 48 heures pour digérer la nouvelle, mais si Trump s'énerve et fait tout péter, on va avoir un problème au-delà du détroit d'Ormuz, parce qu'un détroit, ça se réouvre, mais reconstruire tout un système d'infrastructures pétrolières, ça va être beaucoup plus long, et ça impactera pas loin de 3% de la production mondiale. On n'a pas vraiment besoin de ça là tout de suite maintenant. Tout ça pour dire que le lundi qui nous attend pourrait être bien semblable à lundi dernier, c'est-à-dire complètement débile. Bref, on se retrouve avec un cocktail assez particulier, une guerre qui s'enlise, un baril qui regarde les $100 comme s'il avait envie d'y construire une résidence secondaire,
une inflation qui ne veut toujours pas mourir, une croissance américaine qui commence à tousser, un secteur du private credit qui fait semblant que tout va bien en payant ses intérêts avec de la dette, et un président américain qui décide de bombarder une île pétrolière un vendredi soir, juste après la clôture des marchés, histoire que tout le monde passe un excellent week-end. Alors évidemment, on peut toujours espérer que lundi matin, tout le monde se réveille avec une soudaine envie de paix, que le détroit d'Ormuz se rouvre comme par magie et que le baril redescende tranquillement vers les $80. Mais connaissant la capacité des marchés à choisir le scénario le plus compliqué au pire moment, il y a quand même de fortes chances que le début de la semaine ressemble beaucoup plus à celui de la semaine dernière. Avec de la volatilité, des traders qui regardent le pétrole toutes les 3 secondes, et des investisseurs qui découvrent soudainement que le monde est un peu plus instable qu'ils ne le pensaient il y a encore 15 jours. Donc, pour résumer, le pétrole décide, la guerre dicte le tempo, la macro ne va pas aider et le private equity pourrait bien être la mauvaise surprise sur le gâteau qui arrive quand tout le monde est en train de regarder ailleurs. Autrement dit, si vous pensiez que 2026 allait être une année calme, eh bien je crois qu'on vient officiellement de comprendre que c'était pas tout à fait le scénario choisi par le marché. Nous on se retrouve donc lundi matin pour voir combien de nouvelles surprises le week-end nous aura donc préparé. Et connaissant Donald Trump, il y a quand même une forte probabilité non négligeable qu'il ait encore appuyé sur un bouton de plus pendant que la bourse était fermée. Alors je sais que l'intro était bien plus longue que d'habitude, mais il y a quand même pas mal de choses à dire cette semaine. On retiendra sur les performances de la semaine que évidemment le pétrole, c'est la performance de la semaine, que le Bitcoin s'en sort pas mal non plus avec 5,12% sur la semaine, que malgré tout les semi-conducteurs parviennent encore à monter, merci à Micron qui publiera cette semaine, et tout le reste, eh bien, c'est un peu le bain de sang partout avec différentes amplitudes. Avec le DAX limite la casse avec 0,6% de baisse, le CAC perd 1%. Nous, sur le SMI, c'est 2,11% carrément dans les dents. Le Nikkei perd 3,24% et l'argent perd 4,28% sur la semaine. Si on regarde sur la Suisse, les membres du SMI, donc c'est Logitech qui remporte le pompon, mais pour Logitech qui va où il veut, quand il veut, ça dépend les semaines. Suisse Re en 2e position, Zurich en 3e position, Nestlé juste derrière, et puis Roche tout en bas. Bon, il faut dire que Roche a payé son dividende cette semaine, donc ça fausse un petit peu les pourcentages. Mais l'un dans l'autre, c'était pas une semaine extraordinaire. On notera les bons chiffres de Swiss Life, on va y revenir tout à l'heure. Malgré tout, le titre perdait 0,6% sur la semaine. Si on regarde les graphiques, eh bien vous voyez que le SMI donc, est de retour dans son canal haussier. Vous voyez, l'autre jour, je vous disais que quand on allait taper la résistance des 14 000, on risquait de pouvoir revenir dans le range. Et ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc autant vous dire que dans la zone des 12 500, si on devait y retourner, ce sera clairement un niveau d'achat sur la Suisse parce que la raison de la baisse n'est pas forcément justifiée en Suisse par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Mais l'un dans l'autre, voilà ce que ça donne. Retour dans le canal haussier dans lequel on est depuis un bon moment. Donc gros support sur la moyenne mobile des 200 jours, c'est la moyenne bleue que vous voyez ici qui passe par les 12 596,44. Il y a ensuite le support derrière où il passe autour des 12 380, quelque chose comme ça qui est le support extrême. On peut aller chercher des extrémités en cas de panique. Vous voyez comme on l'a déjà fait une fois, 2 fois, mais à chaque fois, eh bien, ça repart à la hausse. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Le S&P 500, vous voyez, eh ben, il est en train gentiment de faire son top. Là, on a quand même un joli round top qui est en train de se construire sur le S&P 500. On a refusé les 7000. On n'arrive pas à s'établir en dessous. Et là, ben, on est en train de casser. Donc, on a cassé cette moyenne mobile qui est longtemps restée notre support. Là, la moyenne mobile des 50 jours en vert ici. Et puis, vous le voyez, on est allé se poser eh bien, sur la moyenne mobile des 200 jours qui passent par ici. Et ça, c'est un truc qu'il faudra ne pas lâcher ces prochains temps. Vous voyez qu'on est vraiment posé dessus, donc il n'y a pas d'autre terme. Donc ça peut être à double tranchant. En fonction de ce qui va se passer lundi, on peut soit aller casser violemment et chercher des niveaux d'extrême. Vous voyez qu'on a encore un renversement de tendance qu'on avait il y a quelques mois en arrière ici ou là qui peut faire office de support sur les points des 6500. Mais autrement, il y a un petit peu de place là en dessous. Le SOX, lui, il hésite toujours. Il s'en sort relativement bien, je vous le disais tout à l'heure, grâce au chiffre, enfin à la performance de Micron qui va toujours pas mal et qui publiera la semaine prochaine. Vous voyez que pour l'instant, on ne devrait pas trop lâcher ces niveaux là où on est maintenant. C'est bien sur une zone de consolidation, mais si on vient casser cette espèce de zone de support dans lequel on traîne depuis un moment, là sur les 7600, attention là aussi, il y a de la marge pour baisser. Si on n'est à que rechercher la moyenne mobile des 50 jours, ça fait déjà très très mal. Rapidement en Europe, vous voyez le CAC a hésité toute la semaine, mais il termine quand même quasiment au plus bas. On est toujours sur nos supports de la zone des 7900, 8000 sur le CAC 40. Le DAX limite la casse, mais lui aussi, vous le voyez, il est sur cette tendance latérale dans laquelle on est sur les bas du range. Donc attention en cas de cassure, n'oubliez pas qu'il y a quand même des gaps à combler derrière sur le
le DAX, pardon, mais on peut aller chercher facilement en cas de catastrophe les 21 400 sur l'indice germanique. Et puis alors, évidemment, le pétrole, voilà, ça se passe de commentaires. Vous voyez, on a terminé, donc on a eu ce lundi méga volatile. On repart quand même à la hausse, on termine la semaine quasiment à 100 $ sur le WTI, le Brent y est déjà. Et je vous le disais par rapport à ce qui se passe sur Kharg Island, en fonction de ce qui va se passer encore durant aujourd'hui, ce samedi et dimanche, on peut se retrouver facilement de nouveau lundi matin en direction des 120 $ sur le baril de brut. Alors attention, ça risque encore de secouer un petit peu de ce côté-là. Alors regardez aussi la VIX, vous voyez que lui aussi il a pas mal suivi les mouvements du pétrole, mais on termine quand même la semaine à des niveaux relativement élevés, 27% sur la VIX. C'est des niveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir ces derniers temps. Vous voyez que chaque fois qu'on y est allé, on est redescendu très vite, mais là depuis quand même 2 semaines, on s'attache à ces niveaux-là, donc il ne faudrait pas qu'on aille s'établir en dessus des 30% de vol sur une durée plus longue, parce que vous voyez que c'est très rare qu'on soit au-dessus de ce genre de zone. Alors, la technique sur les graphiques de vol, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on va s'établir au-dessus des 30%, vous voyez que la zone devient beaucoup plus volatile, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Dans les vedettes de la semaine, on citera Novartis qui a obtenu l'approbation de la FDA pour l'utilisation du Cosentrix chez les patients pédiatriques des 12 ans qui souffrent d'hydranétite suppurée modérée à sévère. Le médicament devient ainsi le premier inhibiteur de IL-17A autorisé pour cette population. Cette maladie inflammatoire chronique de la peau touche jusqu'à 1 personne sur 100 et débute souvent à l'adolescence. L'approbation repose sur des études adultes et des données cliniques extrapolées avec un dosage adapté au poids pour les jeunes patients. Cosentrix offre donc une nouvelle option biologique ciblée pour traiter cette pathologie souvent douloureuse et invalidante. Sur la semaine, le titre perdait 1,5%, mais ça, c'est toute la faute au SMI, rien à voir avec le Cosentrix. Vous voyez le graphique de Novartis, on termine pile poil sur la moyenne mobile des 50 jours sur Novartis. Moi, j'aimerais bien qu'elle revienne sur les 114, 113 pour pouvoir en racheter encore une fois. Mais ce qu'il faut retenir quand même, effectivement, c'est que Novartis souffre surtout en ce moment de cette baisse, parce que l'indice baisse et que quand on veut faire baisser le SMI, il n'y a pas d'autre solution que de taper sur Roche, Novartis et Nestlé. Puisqu'on en parle, Roche a annoncé que son essai de phase 3 du Perseveras sur une combinaison giredestrant et palbo et cyclib dans un cancer du sein n'a pas atteint son objectif principal, qui était d'améliorer de manière statistiquement significative la survie sans progression par rapport au traitement standard. Les résultats ont été jugés numériquement positifs, mais insuffisants, ce qui a fait chuter le titre d'environ 5% sur l'annonce. Aucun problème de sécurité majeur n'a été observé. Roche reste malgré tout confiant dans le potentiel du giredestrant et poursuit son programme clinique avec d'autres études attendues, dont Pionera, et dont les résultats sont prévus en 2027. Le cancer du sein ER+, représente environ 70% des cas de cette maladie. On notera que le titre a perdu 6% sur la semaine. Il est lanterne rouge du SMI, mais il était aussi ex-dividende. 39e année consécutive d'augmentation du dividende pour Roche. Quand même. Là aussi, le graphique ne veut strictement rien dire. On est revenu à des niveaux hallucinants. On était quasiment à 400 balles. On est de retour à 320 sur le bon Roche. Bon, ex-dividende, bien sûr. On peut aller potentiellement combler ce foutu gap qu'on a laissé derrière à 293. Mais bon, après, il ne faudra quand même pas non plus déconner. Ça va quand même redevenir relativement intéressant. Je rappelle quand même qu'à ce niveau-là, tout le monde est en train de nouveau de tourner bullish sur le bon Roche, alors que plus personne n'en voulait à 220. Lindon Sprungli a publié des résultats 2025 en hausse, avec un bénéfice net de 727,2 millions de francs contre 672,3 un an plus tôt. Le bénéfice par action progresse, tandis que les ventes atteignent 5,92 milliards, quasiment en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe proposera un dividende en forte hausse à 1800 francs suisses par action nominative contre 1500 l'an dernier et 180 francs suisses par bon de participation pour 2026. Lind vise une croissance organique avec des ventes de 4 à 6%, avec un objectif de 6 à 8% à partir de 2027. Ils ont également annoncé un rachat d'actions d'1 milliard et que les gens qui sont au régime avec Ozempic ou Mounjaro mangent plus de chocolat et pas moins. Voilà la tronche du bon de participation Lint. Clairement, à 10 800, il faut acheter. C'est ce que le marché a l'air de vouloir nous dire pour l'instant. Les chiffres sont relativement bons, mais il y a eu surtout ce qu'on appelle beaucoup de prises de bénéfices à partir du niveau des 12 000 depuis quelques temps. Donc, sur ces niveaux de faiblesse, ça me paraît plutôt intéressant pour ceux qui ont une vision très très long terme du chocolat, parce que croire que ça va plus vendre, c'est un petit peu utopique quand même à mon sens. Swiss Life a publié des résultats 2025 en légère progression, avec un bénéfice net de 1,4
1,23 milliard de francs contre 1,22 milliard l'an dernier, un résultat opérationnel de 1,83 milliard. Les primes brutes ont augmenté de 3% à 20,87, tandis que les revenus de commission progressent de 4%. La division Asset Manager a vu les nouveaux actifs nets presque doubler à 17,7 milliards, malgré des revenus légèrement en baisse. Le ratio de solvabilité atteint 210%, bien au-dessus de l'objectif stratégique. Le groupe proposera un dividende de 36,50 francs par action, ce qui est mieux que l'an dernier. Mais l'enthousiasme était somme toute relativement limité, parce qu'en ce moment, la micro passe loin derrière le prix du baril. Vous voyez que pour des bons résultats quand même, eh bien le titre finalement ne fait pas grand-chose, une ouverture en baisse. Bref, on merdouille autour des 820 balles sur Swiss Life. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était pas le truc le plus sexy de la cote, mais les résultats étaient bons. Après, attention quand même, parce qu'on est en train de créer une dead cross gentiment sur le titre de Swiss Life. Ça correspond pas vraiment à ce qu'ils ont annoncé au niveau des résultats, mais attention quand même. N'oubliez pas que cette tendance haussière dans laquelle on est depuis longtemps est en train de céder à la baisse. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors chez Geberit, les chiffres 2025 sont conformes aux attentes, rien d'extraordinaire, mais ça a suffi pour rassurer le marché après un début de séance compliqué. Le titre est revenu autour des 564 francs. Les analystes saluent toujours la solidité des marges. Vontobel reste neutre avec un objectif à 550 et Berenberg vise 673. Chez Cosmo, en revanche, l'ambiance est un peu différente. Perte opérationnelle de 3,2 millions contre un bénéfice énorme l'an dernier. Mais il faut rappeler que 2024 avait été gonflé par des éléments exceptionnels. Gurit signe un contrat de 10 millions de francs sur 2 ans avec un fabricant d'éoliennes en Asie-Pacifique. Calida retarde légèrement le lancement de son programme de rachat d'actions annoncé en fin février. Chez Ascom, c'est beaucoup plus positif. Le groupe a plus que quadruplé son bénéfice en 2025 et les actionnaires devraient profiter d'un dividende nettement plus généreux. Avolta poursuit sa croissance avec 13,7 milliards de chiffre d'affaires et une croissance organique de 5,5%. Chez BKW, c'est l'inverse, chiffre d'affaires et bénéfices en baisse, notamment à cause d'une production hydraulique et éolienne plus faible. Vetropac continue de souffrir, les résultats reculent encore en 2025, l'entreprise pointant le contexte géopolitique et la baisse de la demande pour les bouteilles en verre. Fondamenta voit son bénéfice exploser, porté par la réévaluation de ses actifs immobiliers. Acceleron affiche une croissance spectaculaire, revenus en hausse de près de 25%, rentabilité en forte progression et rémunération des actionnaires en hausse. Si j'osais, je dirais que Acceleron accélère. Et chez Barème, c'est simple, croissance sur tous les fronts et résultats au-dessus des attentes. Cardex voit ses ventes progresser, mais un effet comptable lié à une acquisition pèse sur le bénéfice net. Galenica supprime finalement moins de postes que prévu après la fermeture de Bixel, 152 au lieu de 170, et la Deutsche Bank relève son objectif de cours. Chez Interroll, l'année a été difficile avec des ventes et un bénéfice en recul. ABB pourrait bientôt faire parler le carnet de chèques. Le groupe envisage des acquisitions de plusieurs milliards pour accélérer sa stratégie. Chez Sando, on parle de restructuration. Le groupe envisage la fermeture d'un centre de développement en Autriche avec une centaine d'emplois menacés. Medacta affiche une forte progression sur ses résultats et relève ses objectifs à moyen terme. Et enfin, Molecular Partners a plongé en bourse. La biotech n'a généré aucun chiffre d'affaires en 2025, mais affirme avoir suffisamment de liquidités pour tenir encore 2 ans. Voilà, pas besoin de vous dire que la semaine qui arrive sera marquée par le pétrole et les déclarations de Donald Trump, mais aussi la Fed qui se réunit cette semaine. Le marché n'attend pas de changement de taux, mais tout le monde va scruter le dot plot, les prévisions économiques et surtout la conférence de Powell. Avec le pétrole qui flambe à cause de la guerre, la question est assez simple. La Fed va-t-elle ignorer le choc énergétique ou redevenir plus hawkish? La Banque Centrale Européenne sera aussi très observée. Elle doit décider si la hausse du pétrole liée au conflit est temporaire ou si ça risque de relancer l'inflation. Autrement dit, est-ce que les baisses de taux prévues sont toujours d'actualité? On aura également les PMI manufacturiers et des services un peu partout. C'est important parce que le marché commence à se demander si on n'est pas en train de glisser vers une croissance molle et une inflation énergétique, donc le scénario de stagflation. Et il y aura également les données industrielles américaines et chinoises. On surveillera bien sûr la production industrielle américaine et les ventes et les investissements qui sont faits en Chine. Ces chiffres vont donner une idée de la vraie dynamique de l'économie mondiale. Et il y aura encore quelques publications importantes cette semaine avec Micron ou FedEx ou Lululemon
et elles donneront donc un signal assez clair sur la demande réelle dans l'économie et nous diront surtout si Micron c'est vraiment si génial que ça. Et évidemment, la guerre sera en tête de gondole. Le vrai calendrier économique du moment s'appelle le Moyen-Orient et tant que le détroit d'Ormuz reste sous tension et que le pétrole reste autour des $100, les marchés regarderont la géopolitique avant la macro, avant la micro, avant tout et n'importe quoi. La semaine prochaine, on aura donc la Fed, la BCE et des PMI et quelques chiffres macro, mais soyons honnêtes, si le pétrole bouge ou si Trump bombarde encore quelque chose pendant le week-end, tout le reste passera au second plan. Excellent week-end à tous et on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, bien évidemment. Soyez présents et ne ratez pas ce nouvel épisode de Donald Trump qui s'embourbe dans le sable du désert. Très bon week-end à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.